Alors, bienvenue tout le monde. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andréane Courtemans. Je suis doctorante en travail social à l'UQAM et je suis aussi membre étudiante du comité d'orientation de l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Sommeil des adolescents, quels impacts sur la santé mentale ?» Ce webinaire est offert à la fois par l'Axe santé mentale des populations du RRSPQ et du réseau Calaxia. Donc, l'Axe santé mentale du RRSPQ, attendez, je vais passer, a été fondé en 2014. Il a pour objectif de favoriser la recherche en santé mentale des populations, l'avancement et le partage des connaissances, et ce, dans une visée de prévention, de traitement et d'optimisation des services pour cette clientèle. L'Axe regroupe plus de 150 membres, étudiants, chercheurs et associés qui proviennent de différents milieux et qui travaillent sur des thématiques diversifiées. L'Axe santé mentale des populations met en place des initiatives structurantes pour ses membres, comme en offrant des opportunités de financement et de concours pour ses membres chercheurs et étudiants, de même que des opportunités de transfert des connaissances, de rayonnement de leurs travaux. Et donc, je vais laisser la parole à Isabelle Doré pour nous dire quelques mots sur le réseau Calaxia. Oui, bonjour à tous, bonjour Andréane, merci pour l'invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir de co-organiser ce webinaire. Merci, M. Pilon, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Calaxia, certains d'entre vous, j'imagine la plupart d'entre vous, connaissez le réseau Calaxia, qui est un réseau qui est vraiment dédié à la mobilisation des connaissances en santé mentale des populations. L'objectif, c'est vraiment de rendre les connaissances scientifiques le plus facilement accessibles à travers nos différentes productions, notre infolette, puis les webinaires qu'on organise généralement en collaboration avec le regroupement santé mentale du RRSPQ. Parfait. Donc, avant de débuter, je veux juste vous mentionner à tout le monde que la conférence d'aujourd'hui va être enregistrée et sera disponible sur YouTube plus tard, dans les jours qui suivront. Durant la présentation, vous pouvez utiliser le module questions et réponses que vous trouvez au haut ou au bas de votre écran, là, dépendamment, parce que nous aurons un 15 minutes de discussion avec Mathieu Pilon à la fin de sa conférence. Donc, je vous invite à faire ça. Aussi, s'il y avait des problèmes techniques ou des questions particulières là, à la techno, vous pouvez écrire dans le module « Discuter » à Morgane Gabet, qui est co-coordonnatrice de l'Axe et qui va se faire un plaisir de vous répondre et de vous aider s'il y a des petits soucis. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, le professeur Mathieu Pilon. Mathieu Pilon est psychologue clinicien, neuropsychologue et professeur au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Il a travaillé en pédopsychiatrie et au niveau de l'évaluation et de l'intervention auprès d'enfants et d'adolescents qui présentent des problèmes de santé mentale. Dans le cadre de ses travaux, il s'intéresse aux questions du sommeil, des troubles du sommeil et à leur impact sur le fonctionnement des ados. Il a justement reçu une subvention dialogue des FRQS pour un projet de transfert de connaissances à propos du sommeil et qui sera fait à l'endroit des adolescents, justement. Donc, M. Pilon, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour la présentation et l'invitation. Je vais juste vous partager ma présentation. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Je sais pas si on peut juste me... Oui, moi je vois bien. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation à présenter aujourd'hui sur le sommeil des adolescents. Dans le fond, c'est tout un défi de voir qu'est-ce qu'on peut partager en à peu près 40 minutes sur le sommeil des ados pour que ça puisse être utile, en fait, et aussi, c'est pas tout le monde qui part du même endroit, fait que par rapport à leur connaissance sur le sommeil. Alors, j'ai choisi de vous parler un petit peu de c'est quoi le sommeil de façon générale et c'est quoi les mécanismes de régulation du sommeil.
pour mieux comprendre, en fait, le phénomène de décalage de phase qu'on observe chez les adolescents et pourquoi ça, c'est associé avec un manque de sommeil là, plus ou moins important chez plusieurs d'entre eux. Ensuite, on va discuter un petit peu plus de l'impact du manque de sommeil à plus long terme là, chez la santé physique et mentale des ados. Et à la fin, je vais vous parler un peu là, du projet pour ne pas dormir debout en lien avec la subvention de dialogue que j'ai reçue des FRQ. Alors, c'est toujours particulier de présenter en ligne et de ne pas voir la rétroaction des gens, mais je me lance. Et à la fin, il y aura des questions là, si jamais il y a des éléments que vous n'avez pas compris. Alors, je pense que tout le monde, on fait l'expérience du sommeil de façon régulière. On passe le tiers de notre vie à dormir, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le sommeil? C'est vraiment un état physiologique qui est périodique puis qui est réversible aussi, où graduellement, on va se désengager au niveau perceptuel de l'environnement et on va avoir une moins grande réactivité, dans le fond, aux stimuli là, qui sont extérieurs. Dans le fond, on peut dire que le sommeil, c'est un comportement. L'enfant va développer certaines habitudes de sommeil, on va se développer une routine de sommeil. On ne tombe pas endormi à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition, à moins qu'on ait un problème de sommeil. Ça nous prend des conditions qui sont propices pour réussir à s'endormir. Il y a à la fois des conditions internes qu'on va parler un peu plus, comme au niveau de notre horloge biologique, mais il y a aussi tout l'aspect de notre environnement qui est important, la chambre, est-ce qu'on dort dans un environnement bruyant, est-ce que c'est un lieu qui est calme? Alors, tout ça, ça va influencer, bien sûr, notre sommeil. Et puis, c'est important de différencier le sommeil de la fatigue. La fatigue, c'est on a une capacité qui est diminuée à fournir un effort, que ça peut être physique ou mental. On vient de faire un examen, on est fatigué ou on vient de s'entraîner, on a de la fatigue, mais ça ne veut pas dire qu'on va être capable, si on voudrait s'endormir, qu'on va s'endormir. Des fois, c'est même si on s'entraîne ou après un examen, notre cerveau est activé, donc on ne se retrouve pas dans un état qui est propice au sommeil. On a besoin de se reposer, mais ce n'est pas la même chose que de dormir. Et la fatigue, c'est aussi différent de la somnolence, en fait, qui est comme le besoin irrésistible de s'endormir. Si on prend, par exemple, un adolescent qui s'endort pendant un cours, on peut parler, on ne parle pas de fatigue à ce moment-là, on parle vraiment de somnolence. Donc, il n'y a pas la capacité à rester réveillé, même s'il fait des efforts là, pour pouvoir le faire. Donc, on va voir ça chez de nombreux ados. Puis la somnolence est en lien avec la dette de sommeil. Notre sommeil, dans le fond, il est divisé en deux étapes principaux. Si je fais un petit rappel, là, donc il y a le sommeil lent qu'on va appeler ou le sommeil non paradoxal qui va occuper environ 75 à 80 de notre nuit. C'est le sommeil qu'on va beaucoup associer, dans le fond, à des fonctions un petit peu plus somatiques au niveau de ces fonctions. Donc, c'est en lien avec la sécrétion de l'hormone de croissance, par exemple. Ça nous permet d'activer notre réponse immunitaire, ça permet de réparer les tissus et les cellules. Donc, c'est une des fonctions qui est très importante. Et puis, il y a le sommeil paradoxal aussi, qui est l'autre état distinct pendant notre sommeil, qui, lui, est surtout en lien avec des aspects qu'on va dire neurocognitifs. Donc, par exemple, la maturation du système nerveux. C'est ça aussi qui va permettre de mettre en mémoire à long terme des informations qu'on va avoir apprises pendant la journée. Et puis, il est très important dans l'acquisition de nouvelles habiletés, par exemple au plan visuel ou moteur. Récemment, en fait, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'études sur le lien entre le sommeil et la mémoire. Et par exemple, si on fait apprendre des nouvelles choses à des sportifs, qu'on les prive de sommeil paradoxal, justement, ça va leur prendre plus de temps avant de maîtriser, en fait, les nouvelles habiletés qu'on tente de leur montrer. Quand on fait des apprentissages importants aussi, c'est associé à une augmentation du sommeil paradoxal. Maintenant, on sait que les deux types de sommeil sont associés à la mémorisation à long terme du sommeil, mais c'est pour vous donner une idée un peu générale là, des principales fonctions de ces deux états-là. Et pendant la nuit, dans le fond, on va avoir plusieurs cycles de sommeil qui vont durer environ 90 minutes où on va avoir du sommeil lent suivi de sommeil paradoxal. Et puis, le sommeil paradoxal, on en a beaucoup plus vers la fin de la nuit. C'est aussi ce sommeil-là qui est associé avec, dans le fond, le rappel de rêve. Si on réveille les gens pendant le sommeil paradoxal, on a beaucoup plus de chances d'avoir un rappel de rêve à ce moment-là. Et les rêves sont beaucoup plus élaborés aussi. Donc, c'est ça qui caractérise en gros notre sommeil.
Et nos besoins de sommeil, en fait, vont varier beaucoup là, au cours de la vie. De la naissance jusqu'à notre mort. Si on prend par exemple les nouveaux-nés sur le graphique ici, sur le graphique ici, on peut voir si on prend les enfants de 0 à 3 mois, en moyenne, dans le fond, ils vont dormir de 14 à 17 heures. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle des gens qui ont un plus grand besoin de sommeil, des gros dormeurs, qui vont dormir plus de 18 à 19 heures, et puis des petits dormeurs, donc des bébés qui dormiraient plus de 11 à 13 heures. Et ce phénomène-là de grands dormeurs et de petits dormeurs, on va l'observer tout au long de la vie. Peut-être que vous connaissez des gens qui, si on prend l'âge adulte, par exemple, en moyenne, on devrait dormir de 7 à 9 heures, mais peut-être que vous connaissez des gens qui fonctionnent très bien en dormant 5 heures de sommeil et qui n'ont aucun problème. Ou à l'inverse, peut-être que vous connaissez des gens aussi qui ont besoin de dormir 10 heures parce que sinon, ils n'arrivent pas à bien fonctionner pendant la journée. Donc, il y a une grande variation individuelle au niveau de la quantité de sommeil qu'on a besoin. Et si on regarde plus particulièrement ici, chez les adolescents, entre 14 et 17 ans, la durée moyenne de sommeil devrait se situer entre 8 et 10 heures. C'est, dans le fond, la durée de sommeil qui est recommandée. C'est sûr qu'on va parler plus tard, en fait, que ce n'est pas juste la durée de sommeil qui est importante, mais il faut aussi s'intéresser à la qualité du sommeil. Est-ce que la personne, dans le fond, peut dormir moins, mais si pour elle, elle se sent suffisamment réveillée, qu'elle trouve qu'elle a un sommeil, sa perception subjective de son sommeil, elle est bonne, à ce moment-là, ce n'est pas inquiétant. Donc, il y a l'aspect de quantité, il y a l'aspect de qualité, ou est-ce qu'il y a des plaintes là, qui sont en lien avec ça. Mais le 8 à 10 heures nous donne, si on veut, comme une espèce de barème pour avoir une estimation là, des besoins, puis de voir si ces besoins-là de sommeil sont répondus là, de façon générale dans la population. Plusieurs facteurs vont influencer notre sommeil selon notre état physique, si on est malade, si on vient s'entraîner, notre état psychologique, si on est stressé, par exemple, on va moins bien dormir. Beaucoup de nos habitudes de vie peuvent influencer aussi notre sommeil. Le fait de prendre des médications, de la drogue, certaines substances, ça va venir influencer la quantité et la qualité de notre sommeil. Et une autre des variables très importantes qui vont influencer notre besoin et le moment où on va dormir, c'est nos rythmes circadiens. Je ne sais pas si vous voyez comme ma souris, mais dans le cadran en haut à gauche, ce que vous voyez, en fait, c'est le rythme circadien de la température. Qu'est-ce que c'est un rythme circadien? C'est un rythme qui montre une variation sur une période de 24 heures. Et la température, on voit que son point optimal est comme vers 6 heures dans la soirée et que ça va diminuer tout au long de la nuit. Et puis, par la suite, ça va augmenter dans la journée. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer notre température corporelle, mais si on isole des gens de tout repère temporel et qu'on leur demande de rester au lit, on va observer cette variation-là au niveau de leur température. La température, c'est un marqueur important de notre horloge biologique. Dans le fond, c'est associé avec une période optimale. On va en parler un petit peu plus loin du moment où que c'est une bonne période pour pouvoir s'endormir. Si vous regardez un petit peu plus à droite, on voit le rythme circadien de la mélatonine, en fait, où pendant la journée, on n'en a presque pas dans notre organisme. Et puis, quand on arrive plus tard dans la soirée, on voit que l'augmentation de la mélatonine au milieu de la soirée va commencer à augmenter pour atteindre son pic de sécrétion entre 2 heures et 4 heures du matin. C'est ce qu'on va appeler l'hormone du sommeil, la mélatonine. Bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent affecter la sécrétion de mélatonine, mais c'est un des facteurs qui est très important. Au niveau du cortisol, si on regarde son rythme un petit peu plus bas sur le tableau à droite, on voit que, dans le fond, la sécrétion optimale de cortisol, maximale, pas optimale, elle est vers 7 heures le matin, au moment où on se réveille. Donc, c'est quelque chose qui aide notre organisme à s'activer, à prendre en charge durant la journée. Puis par la suite, en soirée, ça va beaucoup diminuer. Et puis, si on regarde maintenant à gauche, tout ici, on voit le rythme circadien juste de notre vigilance, donc la capacité à se mobiliser au travail, à faire des tâches cognitives. On voit qu'elle commence à descendre en général vers 7 heures et puis pour atteindre son niveau le plus bas, bien sûr, quand on est en train de dormir.
Et à 7 heures le matin, on voit que le niveau de vigilance là, augmente durant l'avant-midi pour avoir un petit pic, en fait, entre 1 heure et 3 heures, qui est souvent la période où les gens, des fois, ont vraiment une baisse de vigilance. Des fois, on attribue ça au fait d'avoir dîné, mangé. Et puis, c'est la période optimale si jamais on a à faire une petite sieste, en fait, de max de 15 minutes. C'est là que c'est un bon moment pour le faire. Et puis, par la suite, dans la soirée, après 3 heures, on a normalement une remontée au niveau de notre vigilance. Fait qu'on voit qu'il y a ces rythmes-là qui sont importants et qui vont beaucoup influencer notre fonctionnement. Et puis, c'est sûr qu'il y a des différences individuelles aussi au niveau des chronotypes. On va parler, il y en a des gens qui vont naturellement mieux fonctionner. Dans le fond, c'est des gens qui se couchent plus tard et qui se lèvent plus tard. On va parler de couche-tard. Et puis, il y en a que c'est l'inverse. On va dire que c'est des types du matin. Donc, c'est des gens qui ont tendance à se coucher plus tôt et à se lever plus tôt le matin. On va parler de couche-tôt. Donc, il y a beaucoup de variables, beaucoup de différences individuelles. Et dans le fond, c'est complexe, la régulation du sommeil, parce que ça va dépendre de beaucoup de processus différents au niveau physiologique, au niveau de toute la cascade d'événements qu'il y a à se produire dans notre corps pour passer de l'éveil au sommeil et entre les différents stades de sommeil aussi. Donc, quand ça se passe bien, en fait, on va avoir un sommeil de bonne qualité, mais si ça se passe moins bien, là, ça peut affecter beaucoup notre sommeil. Alors, c'est les deux principaux mécanismes qui vont réguler notre sommeil. Il y en a un qu'on va dire que c'est le principe homéostasique. En fait, ce processus-là est assez simple à comprendre. C'est plus ça fait longtemps qu'on est réveillé, plus, dans le fond, on va avoir une propension à dormir qui est élevée. Fait qu'après quelques heures qu'on vient de se lever, généralement, on ne serait pas capable de s'endormir, mais si on s'est levé à 7 heures, à 23 heures ici dans le graphique, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on peut voir que c'est la période là, où la pression homéostasique est grande pour s'endormir et c'est ça qui va faire qu'on va s'endormir. Il y a des variations individuelles dans la tolérance à la pression homéostasique au sommeil. Il y en a qui sont très bons pour tolérer, par exemple, de se coucher plus tard, puis ça ne les affecte pas beaucoup, alors qu'il y a d'autres personnes qui, quand ils dépassent leur heure de coucher, en fait, ils ont de la difficulté à fonctionner, sont très somnolents. Donc, la tolérance, dans le fond, à cette pression homéostasique-là peut varier d'une personne à l'autre. Et puis, l'autre processus qui est en lien avec ça, c'est les processus circadiens. Donc, en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, on va avoir une plus grande ou une plus petite propension au sommeil. Alors, quand on s'endort ici, c'est vraiment le mécanisme homéostasique qui fait qu'on va s'endormir. Parce qu'à ce moment-là, notre horloge biologique nous envoie encore un signal d'éveil. Mais plus tard, pendant la nuit, notre horloge biologique va nous envoyer ce signal-là de sommeil et c'est ça qui va faire en sorte que plus tard dans la nuit, on va continuer à dormir, même si notre pression de sommeil a quand même été évacuée là, en partie. Donc, c'est l'interaction de ces deux processus-là qui va faire en sorte qu'on est capable d'avoir un bon sommeil là, qui est consolidé. Et puis, tout règlement, dans le fond, dans cette organisation-là, ça va avoir des conséquences sur notre fonctionnement pendant la journée. Alors, je vous ai parlé de ça parce que qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, en fait? C'est que, on sait qu'il y a beaucoup de changements qui se produisent à l'adolescence, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau biologique. C'est la période où les gens vont devenir de plus en plus autonomes aussi. Mais au niveau biologique, un des changements qui affectent le sommeil, c'est avec la venue de la puberté. Donc, il va y avoir des changements au niveau de leur horloge biologique. Et puis ça va affecter leur rythme d'éveil-sommeil. En fait, et de quelle façon, c'est que les adolescents, dans le fond, il y a une propension de plus en plus grande en vieillissant l'adolescence, puis ça dure jusqu'à dans la vingtaine, à avoir un délai de phase. Donc, par rapport à ce qui était avant, quand ils étaient, par exemple, étudiants primaires ou par rapport aux adultes comme nous, ils se retrouvent comme déphasés dans leur cycle de sommeil. Donc, on va dire qu'ils sont comme des couches-tard, beaucoup plus. Et l'impact que ça peut avoir, donc, c'est de 1 heure à 3 heures plus tard qu'à la préadolescence que les adolescents vont se coucher. Puis, c'est associé ça avec une grande difficulté à se lever tôt le matin pour aller à l'école, par exemple.
Donc, ce n'est pas, dans le fond, un signe de paresse. C'est vraiment que si on prend, par exemple, un adolescent typique, là, on le met dans un horaire, bien, physiologiquement, le signal de son horloge biologique, pour lui, il n'est pas prêt à se coucher comme à 11 heures. Donc, il y a quelque chose où c'est beaucoup plus difficile pour lui de le faire à ce moment-là. Et quand il doit se réveiller le matin, si on prend 6h30, 7h, bien, à ce moment-là, son horloge biologique lui envoie encore un signal de sommeil. Donc, c'est plus difficile de retrouver un bon niveau de vigilance, de se mobiliser, de ne pas s'endormir pendant les cours parce qu'il y a une partie leur cerveau leur dit, bien, tu devrais encore être en train de dormir. Mais là, il y a l'aspect d'exigence là, au niveau de ce qu'on leur demande. Donc, ce délai de phase-là, ça va être associé beaucoup à un manque de sommeil chez un certain nombre d'adolescents. Là, c'est sûr qu'on parle juste du sommeil normal. Là, j'ai décidé de ne pas rentrer dans les troubles de sommeil avec le temps que j'avais pour la présentation. Mais si on regarde un peu les statistiques, ça varie beaucoup d'une étude à l'autre, mais on a des données qui montrent que 25 à 30 des jeunes vont manquer de sommeil et rapportent à être somnolents durant la journée. Ça, c'est un résultat qui est assez robuste, là, qu'on va retrouver dans plusieurs pays occidentaux. Et puis, au Québec, ben, il y a une étude qui a montré qu'il y a environ 40 des jeunes, en fait, qui ne vont pas dormir entre 8 heures et 10 heures par nuit les jours d'école. Donc, ils sont vraiment à risque d'avoir de manquer de sommeil. C'est sûr que dans cette étude-là, on ne les questionnait pas sur leur qualité. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans une situation problématique de manque de sommeil, mais c'est quand même une situation qui est importante là, à s'occuper au niveau de la santé psychologique, de la santé des jeunes. On va voir le lien avec l'aspect psychologique un petit peu plus tard. Ici, dans ce tableau-là, en fait, ça vous illustre, je n'ai pas de données du Québec. C'est une grande étude qui avait été faite aux États-Unis, dans le fond. Puis on a ici l'année scolaire là, du jeune. Fait que si on prend, par exemple, en 6e année, en moyenne, les jeunes se couchaient à 9h24, ils se levaient à 6h42. Ça donnait une période de sommeil qui était de 8h et 40 minutes. Et puis, on voit que plus, dans le fond, les adolescents avancent dans leur scolarité, dans leur année d'études, en fait, mais plus ils ont tendance à se coucher en moyenne de plus en plus tard, alors que l'heure de lever va rester sensiblement la même. Ce que ça fait, c'est qu'entre la 6e et la 12e année, donc les jeunes se retrouvent à manquer environ 1h30 de sommeil selon cette étude-là. Hein? Donc, c'est un petit peu ça. Alors que la fin de semaine, qu'est-ce qu'on observe dans le tableau? Les heures de coucher sont aussi de plus en plus tardives. On passe de 10h31 à minuit 45 vers la fin du secondaire. Et les heures de lever aussi vont se décaler. On pourrait être vers 9h51 là, au plus vieux. Et puis, on voit que la moyenne du sommeil, elle est beaucoup plus grande durant la fin de semaine. Donc, les jours où il n'y a pas d'école. Et puis, on peut voir que la différence entre les jours de semaine et de fin de semaine, dans le fond, en 6e année, il y a comme 0,8 heures de différence, alors que rendu vers la fin du secondaire, il y a 1h30 de différence entre le temps de sommeil en semaine et durant la fin de semaine. Donc, c'est pour vous illustrer un peu l'ampleur de ce que ça peut donner. Pourquoi ce délai de phase-là à l'adolescence, j'en ai parlé un peu, il y a des facteurs biologiques, comme la sécrétion de la mélatonine, en fait, qui est déphasée chez les adolescents comparé à chez les adultes d'environ 1 heure. Il y aurait aussi que leur période circadienne de mélatonine et de température corporelle, elle serait plus grande. Hein? Cette force-là du système circadien serait plus forte que chez les adultes. Donc, plus de difficultés à se lever à un moment donné où leur horloge biologique envoie un signal de sommeil qu'on observerait chez les adultes. Et puis, ce qu'on voit aussi chez les jeunes, c'est que plus ils vieillissent au secondaire, dans le fond, plus ils sont tolérants à la privation de sommeil en tant que groupe. Donc, ils sont capables de bien, c'est comme si le poids de leur journée entraîne une moins grande pression homéostatique
au niveau de leur sommeil. Et puis, c'est intéressant de savoir que, dans le fond, on va observer aussi ce délai de phase-là à l'adolescence chez d'autres mammifères comme les singes ou les rats, par exemple. Puis, en général, chez les filles, il va commencer un petit peu plus tôt parce que la puberté, elle est plus précoce. Chez les filles de façon générale que chez les garçons. Et puis, en général, ça va par contre, ça va peut-être prendre moins d'ampleur que ce qu'on va observer chez les garçons. Donc, il y a des facteurs biologiques qui contribuent et il y a des facteurs psychosociaux aussi qui vont contribuer, dans le fond, à ce délai de phase-là. C'est une période, l'adolescence, où les jeunes deviennent de plus en plus autonomes. Donc, en général, les parents ne vont plus contrôler non plus la routine de la soirée et l'heure du coucher. Donc, ça peut contribuer. Les données montrent que les adolescents qui vont conserver une heure de coucher qui est un peu prédéterminée, ils ont un sommeil qui est mieux adapté que ceux qui n'ont pas une routine comme telle, puis que ça varie beaucoup d'une journée à l'autre. Il y a aussi le fait que les adolescents se retrouvent avec un horaire qui est vraiment surchargé, avec tout ce qui est en lien avec l'école, les activités parascolaires, les obligations familiales. Puis pour plusieurs, il y a aussi, plus on vieillit, un travail à temps partiel. C'est souvent un travail aussi qui va se faire à des heures où, par exemple, si on travaille dans un dépanneur, on risque de travailler plus dans la soirée ou même peut-être dans la nuit que d'avoir un horaire de jour. Donc, ça peut contribuer, dans le fond, aussi à l'augmentation de ce délai de phase-là. Et puis, quand on regarde des fois l'horaire des adolescents, là, quand ils viennent consulter en clinique, des fois, c'est difficile de voir où on peut faire de la place parce qu'ils ont tellement de choses qu'en fait, la seule façon d'y arriver, c'est de couper sur leurs heures de sommeil. Et c'est sûr qu'au niveau de la socialisation aussi, ça peut prendre beaucoup de place au niveau des amitiés, de tout ce qui peut se passer au niveau de la vie amoureuse aussi. Donc, ça va prendre de la place. Il faut s'occuper de ces relations-là, de nos amis. Et dans les dernières années aussi, ce qu'on voit, c'est beaucoup l'impact des technologies et le temps d'écran aussi. Le fait d'avoir, par exemple, un écran dans sa chambre, une télévision, le fait de parler au téléphone, de naviguer sur Internet, de jouer à des jeux vidéo avant de se coucher, c'est des choses, en fait, qui sont comme très stimulantes, donc qui ne sont pas propices au sommeil si on les fait juste avant d'essayer d'aller se coucher aussi. Donc, ça va prendre un moment, notre organisme, avant de se calmer puis d'arriver dans un état où le sommeil est plus propice. Donc, tout ça, ça va contribuer, dans le fond, au délai de phase chez les adolescents. Et si on résume un petit peu ici, dans le fond, là, sur cette image-là, ça reprend un peu ce que je vous ai dit, mais c'est comme la tempête parfaite pour avoir des problèmes de sommeil chez les adolescents. Donc, au primaire, on passe à une période de sommeil qui est plus grande. Là, on voit que le délai de phase circadien ici, puis la plus grande tolérance, dans le fond, à la fatigue, au sommeil, ça va entraîner une tendance à avoir un délai de phase, donc à se coucher de plus en plus tard. Et puis après ça, il y a les aspects au niveau de l'autonomie, toutes les exigences scolaires. Beaucoup de jeunes aussi, ça met beaucoup de pression. L'anxiété peut faire en sorte qu'ils étudient beaucoup plus. Le temps d'écran, les réseaux sociaux et tout ça, ça va créer aussi une pression à se coucher de plus en plus tard. Et à l'inverse, on se retrouve au niveau de la société avec une pression pour se lever, dans le fond, de plus tôt pour bien fonctionner que ce que leur rythme naturel leur permettrait d'avoir pour être optimum. Donc, entre autres, la plus grande contrainte, c'est le début des classes. Et puis, ce que ça fait comme conséquence, c'est que les jeunes vont se coucher tard, mais ils vont se lever tôt. Et ce qui va entraîner une plus courte période de sommeil que leurs besoins pour la plupart. Donc, c'est une façon d'illustrer un peu le juste en termes, sans qu'on rentre dans la notion de trouble de sommeil, juste comment le décalage de phase à l'adolescence, en fait, ça les emmène à une privation de sommeil qui va se cumuler dans le temps. C'est important de s'y intéresser parce que, dans le fond, il y a beaucoup de conséquences associées avec le manque de sommeil. On pourrait comparer ça à un effet domino sur la santé physique et psychologique.
Pourquoi? Mais parce que le sommeil, dans le fond, c'est en lien, ça va aider à réguler presque toutes les fonctions de notre organisme. Donc, au niveau de l'activité cérébrale, de l'activité cardiaque, pulmonaire, au niveau métabolique, au niveau du système immunitaire, aussi l'humeur, la cognition, puis la résistance aux maladies. Puis les conséquences du manque de sommeil ou de sa mauvaise qualité sont aussi en lien avec de multiples fonctions qui sont interconnectées. Et puis, c'est sûr que chacun, on vient avec notre background, si on veut, génétique, psychologique aussi. Donc, on a chacun des facteurs de risque au niveau de quel type de trouble on est plus propice de développer. Hein. Puis, on peut avoir des facteurs qui prédisposent, d'autres qui vont maintenir aussi ou qui vont contribuer. Donc, ça va entraîner une variabilité de symptômes au niveau de leur fonctionnement. Donc, il n'y a pas un portrait type parce que les impacts peuvent être assez différents d'une personne à l'autre là, selon un petit peu leur bagage personnel et génétique et familial là aussi. Ce qu'on sait à court terme, si par exemple on a quelqu'un qui passe une nuit blanche, peut utiliser pour un examen, puis on sait que la tolérance au manque de sommeil à court terme va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, ce qu'on va voir beaucoup, c'est la fatigue, la somnolence, en effet de s'endormir dans un cours, par exemple, des comportements plus impulsifs, plus d'agitation aussi. On va voir beaucoup de difficultés de gestion des émotions, notamment du stress aussi. Puis dans le fond, la gestion émotionnelle est beaucoup plus difficile là, quand on est en manque de sommeil. Donc, ça affecte beaucoup l'humeur. On est plus maussade, marabout, grognon. Beaucoup d'ados sont plus irritables là aussi. Ça va avoir un impact sur les fonctions cognitives, entre autres les fonctions exécutives qui sont comme le chef d'orchestre dans notre cerveau, qui nous aident à mieux planifier nos choses, à bien résoudre des problèmes, à bien s'organiser. Donc, quand on manque de sommeil, nos fonctions exécutives vont fonctionner moins bien. Nos capacités d'attention aussi. Et on a une moins bonne capacité à retenir, en fait, les apprentissages qu'on va faire aussi quand on est dans une période aiguë là, de privation de sommeil. Donc, ça a aussi des impacts sur l'apprentissage et de la performance scolaire. Si on a un examen et qu'on est trop fatigué, en fait, on va avoir de la difficulté à les récupérer aussi, ces informations-là, à rester mobilisé pendant l'examen. Et puis, il y a beaucoup plus de risques aussi d'avoir des accidents de la route. Donc, ça, c'est dans les effets plus à court terme. Dans les effets plus à long terme, si on regarde un petit peu plus au niveau physique en premier, il y a des études qui commencent en fait à avoir lieu en imagerie, en résonance magnétique, qui montrent que ça a le manque de sommeil, dans le fond, un impact sur le développement cérébral. Entre autres, que la durée de sommeil est associée avec si on veut, la quantité de matière grise dans certaines régions du cerveau, notamment au niveau de l'hippocampe, une région qui est associée là, à la mémoire. Que les horaires variables de sommeil, en fait, c'est aussi associé, dans le fond, à une moins bonne intégrité de la matière blanche qui sert à transmettre l'information entre les neurones. C'est sûr que ça, c'est un domaine de recherche qui est en émergence. Il n'y a pas beaucoup de données encore. Il y a beaucoup de données sur la croissance des os, notamment en lien avec l'impact que ça a sur l'hormone de croissance, sur les habitudes de vie. C'est sûr que le manque de sommeil, en fait, ça va amener souvent la conséquence de compenser cette difficulté-là de vigilance en prenant la caféine, des drinks énergétiques, du thé, pour essayer de se stimuler un peu plus. Donc, ça va réveiller, si on veut, un petit peu plus l'organisme, mais ça ne va pas réveiller notre cerveau, là, ça ne va pas compenser ce manque-là de sommeil. Souvent, c'est associé à des moins bonnes habitudes alimentaires aussi. Ça peut être après ça, des fois les jeunes ils ont peut-être fait une sieste trop longue, ils ont pris beaucoup de café dans la journée, là, surtout ils s'endorment plus le soir, fait que des fois ils peuvent consommer du cannabis ou de l'alcool en soirée pour les aider à s'endormir. Des fois il y en a aussi quand on est très fatigué, on peut utiliser les écrans de façon comme prolongée. Ça peut être associé aussi à un manque d'exercice parce qu'on se sent trop fatigué là, pour se mobiliser. Donc, ça peut avoir beaucoup d'impact. Au niveau de la santé, le manque de sommeil, c'est associé à l'obésité. Au niveau du rendement scolaire aussi. Et si on rentre un petit peu plus dans le vif
du sujet, ben, il y a beaucoup d'études qui montrent que le sommeil, le manque de sommeil, dans le fond, c'est associé à beaucoup de troubles au niveau de la santé mentale, notamment dans le fond qu'on a plus de risques si on a un trouble ou un manque de sommeil de souffrir d'anxiété, de dépression et de tentatives d'idées ou de tentatives de suicide aussi. Si on regarde un petit peu plus le suicide, c'est jusqu'à 3 fois plus de risques chez les personnes qui dorment moins de 8 heures par nuit de commettre un geste suicidaire que ceux qui vont dormir plus que 8 heures par nuit. Puis aussi, mais ça peut être associé à des mauvais diagnostics. On est dans une période où, comme société, il y a une émergence, en fait, émergence, pas le bon mot, mais il y a une multiplication de diagnostics de TDAH beaucoup plus tardifs à l'adolescence ou de troubles d'apprentissage. On voit beaucoup ça à la clinique universitaire, donc beaucoup de motifs de consultation avec ça. Et quand on fait une bonne histoire de cas, quand on s'intéresse au sommeil, on se rend compte que le sommeil est particulièrement problématique et que, en fait, les difficultés d'attention sont plus de nouvelles apparitions que ce qu'on retrouve là, dans un trouble d'attention typique. Donc, c'est un aspect à faire attention aussi, mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont regardé cette question-là encore. C'est plus une observation d'un point de vue de clinicien. Et c'est difficile, dans le fond, de savoir la relation entre le sommeil et la santé mentale, la différence entre la poule ou l'œuf, qu'est-ce qui arrive en premier. Donc, parce qu'on n'a pas de données nécessairement qui nous permettent de bien regarder ça. C'est une question qui est complexe à étudier parce qu'une des premières choses, c'est qu'il y a plusieurs façons de s'intéresser au sommeil. On peut s'y intéresser en prenant, par exemple, des aspects plus objectifs, donc des mesures de sommeil les gens viennent dormir en laboratoire ou encore portent un ActiWatch. Ça permet de voir un peu leur patron d'éveil-sommeil. Souvent, on va faire des études avec des paramètres comme plus subjectifs, donc les questionner sur la présence de troubles du sommeil, sur leur quantité de sommeil. Puis beaucoup d'études au départ aussi se sont plus intéressées à la question de la quantité de sommeil plutôt que de regarder aussi d'autres éléments comme la qualité. Donc, il y a des limites. Puis quand on est dans une perspective comme plus de psychopathologie plus développementale, bien, c'est aussi la même chose par rapport aux troubles de santé mentale. On va plus étudier les symptômes plutôt que les troubles en tant que tels parce qu'on ne peut pas vraiment. Si on veut voir la courbe, le développement, par exemple, des troubles anxieux, bien, on veut commencer à regarder ça chez les jeunes enfants, bien, ils n'ont pas de troubles quand ils sont très jeunes. Donc, il faut vraiment plus s'intéresser à l'évolution de certains symptômes. Donc, tout ça, ça vient limiter un peu l'étude de ces thèmes-là. Mais ce qui ressort quand même dans les grandes lignes, c'est qu'on sait qu'il y a une relation qui est bidirectionnelle entre le sommeil et les troubles de santé mentale. C'est-à-dire que si on a des problèmes de sommeil, bien, c'est associé, dans le fond, dans les études longitudinales, à une augmentation subséquente, par exemple, de l'anxiété, de la dépression ou encore de troubles d'opposition. Et il y a aussi la relation inverse. Donc, le fait d'avoir à un moment donné de l'anxiété, des affects dépressifs ou des comportements d'opposition, bien, ça va augmenter aussi par la suite comme les problèmes de sommeil. Il y a des études qui vont montrer dans le fond, que si on s'intéresse, dans le fond, au sommeil, puis qu'on va traiter les aspects du manque de sommeil ou encore d'un problème de sommeil comme tel, bien, sans qu'on soit intervenu sur la santé mentale comme telle, mais ça va aussi, dans le fond, avoir un effet positif sur les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs. Entre autres, il y a des études qui montrent ça. Et plus récemment, en fait, il y a une méta-analyse qui nous montre que, en fait, que dans cette relation bidirectionnelle-là, les problèmes de sommeil, en fait, ils ont un effet plus important pour prédire l'apparition subséquente que la relation inverse. C'est-à-dire que des gens qui auraient eu des affects dépressifs, puis que c'est l'apparition d'affects dépressifs qui est associée plus tard à l'apparition de problèmes de sommeil, la relation elle est moins forte de ce côté-là. Donc, ça va comme d'un côté où, en tout cas pour la dépression, il y a des éléments qui montrent que si on a des problèmes de sommeil, bien, on a beaucoup plus de risques de développer la dépression, que ça se présente comme ça au niveau temporel dans le temps. Et puis, on voit, il y a une autre étude, en fait, avec un autre design, qui ont regardé la qualité et la durée de sommeil à l'âge de 15 ans. Puis, ont regardé à quel point ça, c'était associé plus tard, dans le fond, à la sévérité des symptômes d'anxiété
ou encore au niveau des diagnostics, parce qu'il y avait des diagnostics plus systématiques qui étaient faits dans cette étude-là. Et dans le fond, ça prédisait très bien l'apparition de symptômes anxieux-dépressifs ou de troubles d'opposition plus tard, à 17 ans, 21 ans et 24 ans, puis en contrôlant là, pour différentes variables aussi. Donc, il semble avoir cet effet-là où il faut s'intéresser au sommeil quand on veut travailler dans la prévention au niveau de la santé mentale. Et puis que ça devrait faire partie aussi là, dans nos plans d'intervention quand on travaille auprès de ces jeunes-là, s'il y a des plaintes, de questionner, mais aussi de s'assurer que s'il y a des plaintes, bien, on va inclure ça dans notre plan un petit peu plus de traitement. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Là, je pense que l'auditoire est varié aujourd'hui, mais si on est un professionnel de la santé mentale, bien, il faut oser en parler, poser des questions aux adolescents sur à la fois la quantité de leur sommeil et leur qualité aussi. Il ne faut pas négliger l'impact du manque de sommeil, d'une mauvaise qualité de sommeil ou de plaintes en lien avec le sommeil. Si un ado nous rapporte ça, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre avec lui, de voir est-ce que c'est plus comme quelque chose de ponctuel, il y a une grosse semaine d'examen, versus il est dans un cycle où il cumule beaucoup de manque de sommeil. Et puis, dans le fond, ben, c'est important de s'en occuper là aussi au niveau de l'intervention. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais dans le fond, je vais vous parler un petit peu du projet de transfert des connaissances, en fait, pour lequel j'ai une subvention avec une équipe aussi que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc, le projet, c'est pour ne pas dormir debout. L'idée de ce projet-là, dans le fond, c'est de pouvoir échanger avec les adolescents sur leur sommeil. Puis, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup... c'est pas facile de faire du transfert des connaissances avec les adolescents. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre sommeil, qu'est-ce qui nous permet, comment avoir un sommeil optimal et tout ça. Mais nous, le but avec cette subvention-là, c'est qu'on veut les entendre. Dans un premier temps, on veut les écouter nous parler de leur sommeil. On veut savoir qu'est-ce que eux les préoccupe par rapport à leur sommeil. On veut voir, dans le projet, si vous voyez, c'est comme des prises d'écran, mais pour les entendre, bien, on propose différentes activités pour lesquelles on a décidé un peu de baliser la façon de faire de l'activité. Donc, ça peut être sous le format, par exemple, d'une bande dessinée, d'un podcast, de photos ou de vidéos. Mais on a laissé les thèmes que les jeunes vont avoir envie de nous parler libres, parce qu'on veut que, dans le fond, savoir c'est quoi leur préoccupation à eux, qu'est-ce qu'ils en ont et tout, pour après ça pouvoir faire un meilleur transfert, mieux dialoguer avec eux en prenant en considération leurs préoccupations. Donc, c'est différentes activités qu'on va leur proposer. Et dans le fond, il va aussi avoir comme un quiz qui nous permet qu'on a fait de façon un petit peu plus ludique là, pour que ça s'adresse bien à notre public cible et où on peut transmettre aussi certaines informations par rapport au sommeil. Fait qu'on est dans le lancement de ce projet-là et qui se fait en collaboration, dans le fond, avec Immersience, qui est une compagnie qui se spécialise dans le courtage des connaissances. Fait qu'il nous aide vraiment au niveau du transfert des connaissances, avec l'agence Impact Scientifique aussi, avec qui on travaille beaucoup les visuels et tout ça. Il y a 2 étudiantes, Audrey-Anne Journeau et Juliette François-Sévigny, qui sont comme impliquées dans le projet. Puis, on a bien sûr un WebMess et des partenaires là, de diffusion là, du projet. Et dans le fond, on est en train de développer aussi une activité sur le sommeil avec l'équipe de Pour ne pas dormir debout, avec le Centre RBC d'expertise en santé mentale pour pouvoir l'intégrer comme une activité optionnelle dans le cadre du programme HARPIS. Pour justement aller avoir plus d'impact aussi au niveau de la prévention, au niveau des troubles du sommeil. Donc, tout ça, c'est comme en développement, là, en lien avec la subvention du projet Dialogue que j'ai eu. Je vous invite à aller consulter le site Internet là, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'informations ou si vous connaissez des adolescents dans votre réseau pour leur diffuser l'information aussi. Et juste pour conclure, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui, les adolescents sont particulièrement à risque de cumuler une dette du sommeil, même sans présenter un trouble comme tel.
il faut s'intéresser à cet effet domino-là que le manque de sommeil peut avoir chez les adolescents au niveau de leur santé physique et surtout mentale. Et puis, il y a des études qui montrent bien l'importance de prendre en considération l'aspect du sommeil pour mieux prévenir les problèmes de santé mentale. Et puis, le projet pour ne pas dormir debout vise et s'inscrit dans cette lignée-là, justement, pour pouvoir échanger avec les adolescents sur leur sommeil et pouvoir leur transmettre, dialoguer autour des meilleures pratiques en termes de sommeil. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, je remercie beaucoup les fonds de la recherche en santé du Québec. Et puis, dans le fond, le réseau Caraxia de m'avoir invité à présenter avec le réseau de recherche en santé des populations du Québec et puis aussi le centre d'expertise RBC en santé mentale là, qui s'est aussi là impliqué au niveau de la présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou commentaires. Bien, merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation très instructive. Je pense que ça a beaucoup intéressé les gens parce qu'on a déjà beaucoup de questions dans le module questions et réponses du Zoom. Si jamais, entre-temps, il y a d'autres questions, vous pouvez quand même les écrire ou lever la main. On va essayer d'en passer le plus possible d'ici 13 heures. Donc, comme première question, on a parlé un petit peu des différences entre garçons et filles, mais il y a une question un peu plus précise sur est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes en termes de besoins de sommeil et aussi vraiment au niveau des problèmes de sommeil à l'adolescence, est-ce qu'il y a des différences là, en problèmes concrets de sommeil chez les garçons et chez les filles? C'est une bonne question. Au niveau des différences entre les hommes et les femmes, au niveau des besoins du sommeil, à ma connaissance, c'est plus de la variation individuelle que de la variation là, qui serait plus reliée au sexe là, ou au genre, entre autres. À ma connaissance, pourquoi c'est en lien avec le délai de phase? En fait, c'est beaucoup avec l'apparition de la puberté qui arrive souvent plus rapidement là, chez les filles. Je pense qu'il y avait un deuxième volet. Oui, en fait, est-ce que au final, est-ce qu'on retrouve plus de problèmes de sommeil chez les garçons ou les filles à l'adolescence en pourcentage? Est-ce qu'ils sont représentés équitablement? Je dirais qu'ils sont représentés assez équitablement. Peut-être que la différence est plus au niveau du type de trouble. Non, en fait, pas du type de trouble, mais plus au niveau de la santé mentale qu'on va voir les différences, mais pas au niveau des troubles de sommeil là, en tant que tel. Donc, les garçons, par exemple, les problèmes de sommeil, ça augmente les risques de développer un peu plus aussi des problèmes de troubles qu'on va dire externalisés, par exemple comme l'opposition ou encore certains troubles des conduites, alors que chez les filles, on va observer plus de comportements plus intériorisés, anxiété, dépression en lien avec leurs problèmes de sommeil, mais chez les garçons aussi, on va observer cette relation-là au niveau de l'augmentation du risque de l'anxiété et de la dépression. Parfait, merci. Une deuxième question sur les horaires scolaires. On demande, est-ce que le début de l'école à 8 heures le matin est trop tôt pour les adolescents? Quelle heure de début serait idéale pour les adolescents compte tenu de leurs particularités au niveau du sommeil? C'est une très bonne question. En fait, c'est une question aussi qui est très politique dans le sens où ça a beaucoup d'implications, mais si on prend en fait, si on regarde plus le besoin des adolescents par rapport à leur sommeil puis comment leur sommeil est régulé, c'est sûr que de commencer l'école plus tard, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Maintenant, il y a certains États, entre autres américains, qui l'ont essayé, entre autres de juste retarder d'une heure, dans le fond, le début des classes. C'était associé, dans le fond, à moins d'absentéisme à l'école, à moins de retard. C'était associé aussi à une augmentation des résultats scolaires qui avait augmenté là, quand même d'un certain nombre de points là, qui étaient significatifs. Puis, les exemples commencent à se répéter un petit peu plus, de façon plus généralisée aussi. Même au Québec, là, on n'a pas nécessairement des données, mais il y a plusieurs écoles secondaires là, qui ont décidé de retarder le début des classes, puis c'est associé à une meilleure performance des adolescents
Donc, c'est sûr qu'en termes de leurs besoins de sommeil, bien, ça a beaucoup d'impact, mais après, ça devient une question politique aussi, parce que de retarder le début des classes, bien, ça a aussi un impact au niveau de la famille. Ça a un impact, peut-être que l'adolescent qui finissait plus tôt, c'est lui qui allait chercher son frère à l'école. Ça a un impact au niveau du transport scolaire. Donc, au niveau de la société, il y a beaucoup de choses à réfléchir, mais je pense qu'il faut prendre en considération l'impact de ce délai de phase-là sur leur fonctionnement, puis l'impact que ça a sur, au niveau scolaire, là aussi, dans la réflexion. Parfait. Maintenant, on a des questions davantage sur des pistes d'intervention pour les gens, pour les parents ou pour les enseignants qui travaillent auprès des jeunes. Ça serait quoi des stratégies? C'est une question à plusieurs niveaux. Donc, ça serait quoi les stratégies pour aider un adolescent à améliorer son hygiène de sommeil, donc vraiment directement auprès des ados? Mais on se demande aussi, est-ce qu'il existe pour les parents et les enseignants des outils ou ateliers vraiment à leur endroit pour aider à identifier les problèmes et accompagner les jeunes aux besoins? Ben en fait, oui, il y a des outils qui existent sur le web. Peut-être que s'il y a façon de mettre à jour mon PowerPoint, je pourrais mettre des liens vers des ressources là, qui sont accessibles pour aller chercher de l'information, en savoir un peu plus. Il y a quand même différentes choses qui existent déjà. C'est sûr qu'au niveau, dans le fond, de l'intervention, ben c'est tout un travail, je dirais, au niveau de l'hygiène du sommeil qu'il faut faire. Donc, je pense que, puis il y a un aspect comme individuel là, à ça aussi, dans le fond, il faut explorer au niveau de la routine du sommeil. Est-ce que l'adolescent, il y a une routine du sommeil? Il faut que dans la routine, il y ait quelque chose qui est invitant au sommeil, donc de regarder au niveau de c'est quoi les habitudes de vie avant de s'endormir. En général, il peut y avoir, par exemple, de limiter le temps d'écran autant que possible. Après ça, ben, il y a au niveau de l'environnement de la chambre comme tel, il faut que ce soit un environnement qui soit propice et confortable aussi. Il ne faut pas que la chambre soit trop chaude, sinon c'est difficile de s'endormir. Dans le fond, l'hygiène de vie va aussi beaucoup être en lien avec l'hygiène de sommeil. Donc, le fait de bien manger, de boire suffisamment d'eau aussi, de réduire la consommation de boissons énergisantes ou de caféine à partir de l'après-midi, par exemple, puis de faire de l'exercice de façon régulière, puis d'éviter de faire des siestes, dans le fond, après le début de l'après-midi. Puis il y a des siestes qui peuvent être très bénéfiques, mais de les limiter, dans le fond, à 15 minutes 15-20 minutes là, au maximum. Parce qu'après ça, ben, c'est sûr que ça vient amputer là, la durée du sommeil subséquent. Fait que si on est très fatigué, puis que l'adolescent revient de l'école secondaire, fait une sieste à 16 heures, ben là, ben, c'est sûr que le soir, il ne s'endormira plus. Là, il vient de passer une partie importante de sa pression homéostasique au sommeil. Fait qu'il va juste réussir à s'endormir beaucoup plus tard. Je dirais que c'est des grandes lignes là, comme ça qui peuvent aider. Il y a aussi l'importance, je dirais, de les sensibiliser à un horaire de veille-sommeil qui est assez régulier. C'est-à-dire qu'on veut essayer de pas trop déphaser le sommeil de semaine et le sommeil de fin de semaine. Fait que par exemple, de jamais dépasser 2 heures, mais l'idéal est même de ne pas avoir des variations qui vont dépasser 30 minutes. Ça va beaucoup aider là, au niveau chez ceux qui ont un délai de phase qui est comme plus important. Je pense que c'est les grandes lignes là, de ce qu'on peut faire au niveau de l'hygiène de sommeil. Après, il faut aller vraiment dans le plus spécifique. En parlant de plus spécifique, on a une question assez précise sur les approches d'intervention qu'on peut utiliser. On demande, bon, si on a un jeune qui a un problème avec son hygiène de sommeil, est-ce que vous diriez que l'entretien motivationnel est une stratégie qui peut aider pour l'amener à en avoir une plus appropriée à ses besoins? C'est sûr qu'il n'y a pas. Mais j'essaie le scientifique essaie de voir s'il y a des études là-dessus. Puis là, j'en ai pas qui me viennent nécessairement en tête, mais je pense que comme clinicien, l'approche motivationnelle est une bonne approche, en fait, pour motiver les jeunes à s'engager dans le changement par rapport à leurs habitudes de sommeil. C'est sûr, des fois, qu'on peut compléter ça aussi avec de l'approche plus cognitive, behaviorale aussi, là, par rapport à certains aspects. Mais oui, je pense que c'est une approche qui peut apporter
apporter beaucoup. C'est sûr que c'est pas facile de changer. Hein, si on se prend comme adulte, on veut changer une habitude de vie qu'on sait qui est malsaine. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Fait qu'il faut avoir la motivation pour la faire. Fait que je pense que c'est bien de soutenir cet aspect-là dans l'intervention. Parfait. En parlant de d'autres outils, si on parle de la médication, il y a des gens qui se demandent est-ce que la mélatonine est une substance que les ados peuvent prendre sans problème, notamment si, par exemple, on est dans le très précis, s'ils prennent déjà des médicaments, par exemple, pour un TDAH. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit comme pratique? Je dirais que je suis sûr qu'ils prennent d'autres médicaments comme le TD, entre autres les psychostimulants. C'est sûr qu'on voit, j'ai vu beaucoup ça dans ma pratique en pédopsychiatrie, de prescrire la mélatonine pour aider au niveau du sommeil. C'est sûr que, en fait, j'allais dire que souvent, c'est pas suffisant, en fait, de juste prendre la mélatonine. Je pense qu'il faut aussi regarder peut-être les habitudes au niveau du sommeil pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent aider si le moment d'endormissement est vraiment trop tardif, là, parce que le délai de phase peut varier, mais fait que des fois, si on prend juste la mélatonine en disant, ben, ça va régler tous les problèmes, donc des fois, c'est pas assez. Parfait. Donc, la mélatonine n'est peut-être pas toujours suffisant. Est-ce que, par contre, on voit des fois des effets, quelqu'un qui prendrait déjà des médicaments pour le TDAH, est-ce que ça pourrait avoir un effet secondaire positif d'améliorer le sommeil en plus? Le fait de prendre la mélatonine? Non, des gens qui prennent déjà des psychostimulants pour le TDAH, est-ce que des fois, ça a comme effet aussi d'améliorer la qualité, la quantité de sommeil? Ça, j'avoue que c'est une bonne question parce que je n'ai pas de données nécessairement empiriques là, par rapport à ça, mais c'est sûr que le fait d'avoir une meilleure attention, d'être plus disponible aux apprentissages, ben, c'est ça que les psychostimulants permettent de faire aussi. Fait que je pense qu'en contrepartie, ben, peut-être qu'au niveau cognitif, ça rend le sommeil plus efficace aussi d'une certaine façon, mais ça serait juste une spéculation. Il faudrait que j'aille regarder s'il y a des études qui ont exploré ça. Parfait, ben c'est quand même, ça nous éclaire quand même. Merci. Et là, il nous reste vraiment très peu de temps, donc je vais y aller pour d'autres outils que des gens suggèrent. Est-ce qu'il y a des applications? Est-ce que les gadgets à lumière bleue, là, ces choses-là, est-ce qu'il y a des choses, d'autres moyens techniques qui peuvent aider au sommeil des ados? C'est sûr que la fameuse question de la lumière bleue, hein, on essayait de voir s'il y avait des effets, en fait, qu'est-ce qui ressortait des études là, avec l'équipe. Puis c'est sûr que ça varie tellement d'un appareil à l'autre. Que c'est difficile d'avoir une réponse comme universelle par rapport à ça. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on se rend compte que c'est probablement pas juste le fait de la lumière de l'écran, mais aussi l'aspect de stimulant de ce qu'on est en train de faire. Fait que si on est en train de chatter activement avec des amis, ben, on est plus dans un état d'activation que dans un état de relaxation. Aussi, on a un conflit. Donc, je pense qu'il y a qu'est-ce qu'on fait avec notre écran aussi qui a un impact là, au-delà de la lumière bleue. Puis c'est sûr que toute la question des écrans, souvent, c'est une question plus large au niveau de la famille aussi, de comment les parents aussi gèrent leurs relations aux écrans. Et puis, sinon, au niveau des applications, oui, je pense qu'il y en existe quelques-unes, mais puis même pour le projet, on y a réfléchi un peu, mais c'est toujours un peu embêtant de voir est-ce que là, de leur demander de faire des choses avec leur téléphone en lien avec le sommeil, ça va les aider ou ça va plus leur nuire au final. Donc, c'est des pistes à explorer pour le futur. Des pistes qui restent à explorer. Mais c'est sûr qu'il y a des applications qui permettent, par exemple, de noter un peu les heures de lever, de coucher, d'avoir un espèce de journal de bord de son sommeil. Ça, je pense que ça peut être une bonne idée, peut-être de prendre connaissance, si on veut, pour le jeune, de voir est-ce qu'il dort suffisamment, de réfléchir à son sommeil de cette façon-là. Mais au-delà de ça, on n'a pas beaucoup d'études pour nous guider. Parfait. Mais merci beaucoup, Mathieu. C'est ce qui met fin à notre présentation d'aujourd'hui. Donc, merci à tous les participantes pour vos questions et tout ça. Merci, Mathieu Pilon, pour votre présence aujourd'hui avec nous.
Merci aussi au réseau Calaxia pour leur précieuse collaboration dans l'organisation de ce webinaire. Donc, tel qu'écrit dans le chat, pour ceux qui veulent les diapos, ça vous sera envoyé. Ça va être disponible dans les prochains jours, là, comme Morgane vous l'a écrit dans le clavardage. Donc, je vous souhaite un bel après-midi à tous et à toutes.